Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Anything's possible. Anything's possible. C'est marrant parce qu'en basket, quand Boston est champion, Xavier, on a l'impression que le trophée rentre à la maison. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur le Trèfle. Johan pour vous accompagner dans ce nouvel épisode, l'épisode 1 de la saison 5, puisque ça y est, on lance officiellement la 5e saison du Trèfle. On est ravis de vous retrouver donc pour une nouvelle saison, même si on doit bien avouer que cette saison qui s'annonce va avoir un goût un peu particulier, on va avoir le temps d'en parler. Pour démarrer la saison, donc, je suis accompagné de nos deux... comment on appelle après la saison sophomore? Du coup, il n'y a plus de nom après. Bon, bref, en gros, ils commencent à rentrer dans la recherche d'un futur nouveau contrat. Donc voilà, ils attaquent leur 3e année avec nous. C'est Vincent et Azad. Vincent, comment ça va? Ça va très bien. Je suis plus enthousiaste à l'idée de vous retrouver que de la saison à venir. Donc, je suis très content de vous retrouver, les copains. Surtout toi, Jo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré ensemble. Mais plus enthousiaste qu'à l'idée de la saison qui arrive. Ouais, bah ça faisait longtemps, mais je crois que la dernière fois que moi, ça fait longtemps que ça fait un moment que j'ai pas enregistré de toute façon. Mais Azad, j'allais dire, lui, j'ai vraiment l'impression que ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré ensemble. Comment ça va, Azad? Eh bah écoute, ça va très bien. En tout cas, voilà, j'essaye d'avoir un œil curieux face à la saison qui arrive. Je me dis que dans tous les cas, contrairement aux années précédentes, on va avoir des surprises. Je pense que ça va être des mauvaises surprises, mais au moins on sera surpris. Et finalement, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas été surpris par cette équipe et cette franchise, donc on va voir. Après 2 ans un petit peu à faire des podcasts dans un fauteuil, là on va sortir un peu plus les fusils, quoi. Donc ça va être marrant. Mais je pense que la saison vaudra le coup d'être suivi en tant que fan des Celtics pour voir un peu aussi qu'est-ce qui va se dégager, parce que dans le marasme, je pense qu'il y aura des bonnes choses à aller chercher aussi. Mais on va beaucoup apprendre sur les joueurs et le coaching staff, je pense, cette année. Ben, justement, j'ai une première question par rapport à ça. Moi, ça fait, je calculais tout à l'heure, bon déjà depuis le début de l'histoire du trèfle, c'est sûr que c'est pas arrivé. Et moi, on va dire que là, j'attaque la 7e saison où je suis vraiment sérieusement. Euh, et en fait, ben, voilà, comme tu disais, Azad, je me disais, c'est la première fois qu'il n'y a pas. Alors, je vais pas dire qu'on vise pas le titre parce que ça a pas toujours été un objectif défini clairement. Mais en tout cas, c'est la première fois que voilà que les Celtics sont pas une équipe contender ou au minimum vraiment sérieuse. Comment vous le vivez ça de vous dire que, enfin là, il y a quand même très peu de chances qu'on soit en capacité de viser le titre quand les playoffs commenceront. Ça va, vous vivez ça bien? Moi, ça me fait super bizarre en fait, j'avoue. Les problèmes de riches, tu sais, le mec, son équipe, elle va toujours très loin. Ben voilà, là cette année, je suis un peu perdu. Moi, ça va, j'ai déjà connu des saisons comme ça, avec Jordan Crawford comme franchise player, donc ça va. Je sais que ça va être une saison un peu molle et que ça peut assez vite repartir, parce que c'est assez différent quand même de la période où c'était après Pierce, Garnett et Pierce, Garnett et Rondo, quoi. Mais en gros, après cette époque-là, il n'y avait vraiment plus rien, entre guillemets, à se mettre sous la dent et t'étais vraiment en reconstruction. Là, c'est plus une année de transition en attendant le retour de Tatum. Donc en réalité, il n'y a pas tout à jeter et ce sera quand même intéressant à suivre, contrairement à une année qui est purement de reconstruction et de tanking, quoi. On est quand même très content d'avoir eu le titre, hein. Ça fait passer toutes les pilules possibles et imaginables. C'est pas faux. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Ouais. Bon. Eh ben du coup, on va se lancer. On va se lancer pour cette preview de la nouvelle saison. Ouais. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, si vous nous suivez, vous le savez, hein, tous les ans, on essaye de pas toujours faire la même chose, en tout cas, d'essayer de prendre
un angle un peu original, de faire quelque chose de différent pour la preview de début de saison. Et cette année, ben voilà, c'est vrai qu'au moment de faire la trame, on était, on était un petit peu paumé, on savait pas trop comment prendre ça, parce que la saison qui s'annonce est pleine d'incertitudes, hein, tout simplement. Et donc, on a fini par trouver un angle. On va faire 2 épisodes, donc je vous en dis pas plus pour le deuxième que vous verrez arriver dans quelques jours. Et pour le premier, donc celui d'aujourd'hui, on va se demander ce qu'on attend des différentes personnes impliquées dans les Celtics. Et donc, paradoxalement, on va commencer par Jason Tatum. Qu'est-ce qu'on attend de Jason Tatum cette saison ? Parce que de ce qui va se passer avec lui peut découler plusieurs choses en fait, c'est-à-dire que la saison peut avoir vraiment 2 visages différents, soit comme on pourrait être en droit de l'espérer quelque part, on va se dire bon JT tu restes bien sagement sur le banc et nous on espère un joli petit tank et un bon jeune à la prochaine draft. Soit, et ça a plutôt l'air d'en prendre le chemin vu que l'autre malade il montre des vidéos où il est en train de dunker après 4 mois, soit il va revenir le plus rapidement possible, et dans ce cas-là, peut-être qu'on va viser pas grand-chose, mais en tout cas quelque chose. Vincent, je connais la réponse parce qu'on en a suffisamment parlé, mais explique à nos auditeurs ce que toi tu attends de Jason Tatum cette saison. Moi, effectivement, tu l'as un peu dit, j'attends qu'il fasse rien, qu'il aille à la piscine, qu'il s'occupe de son fils, qu'il prenne soin de son tendon d'Achille tout neuf. Voilà. Mais effectivement, comme tu l'as dit, donc moi, oui, effectivement, je suis de la team récupération complète, revenir au plus haut niveau possible, en espérant pas de rechute derrière. Mais effectivement, ce qui sort de chez les Shams Charania de ce monde, chez les insiders et tout, c'est que lui, il aurait envie d'essayer de rejouer cette année. Moi, j'ai aucune idée du temps de récupération d'une opération du tendon d'Achille, donc je sais pas si c'est normal qu'il soit déjà en train de gambader gentiment, ou si ça se trouve c'est des temps complètement classiques, j'en ai aucune idée. Donc si jamais il doit revenir, juste j'espère qu'il aura un retour progressif, et le but c'est pas cette année, c'est les 5 ou 6 ou 7 années de son prime qui viennent, que je veux pas qu'il soit gâché par d'éventuelles rechutes de cette blessure. C'est juste ça, c'est juste que j'attends de lui et du staff et des médecins, c'est qu'on essaie de maximiser les chances qu'il n'y ait pas d'implication grave long terme à cette blessure très grave. Voilà. C'est pas mal cette phrase. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ouais, moi je suis assez d'accord. En fait, je vois pas l'intérêt sportif de revenir, à part, tu vois, de revenir à la limite, mais vraiment à la limite, les genre 5-10 derniers matchs, quoi. Juste pour reprendre un peu, mais à partir du moment où il n'y aura plus rien à jouer, sur une vingtaine de minutes. Mais là, cette saison, il n'y a vraiment aucun intérêt de gagner des matchs. Genre, ça ne sert à rien. Il y aura aucune conséquence positive finalement à gagner des matchs, quoi. Donc, quel intérêt, je ne sais pas. Après, je pense que ça peut être utile qu'ils reviennent pour tout simplement reprendre un rythme et repasser après, avoir une... Je pense que lui, que ce soit pour lui pour se remettre en confiance et même pour la saison d'après, entre guillemets, d'avoir déjà rejoué un peu, ça lui fera du bien. Mais sans plus, quoi. Je peux me permettre de te couper, Azad, parce qu'en fait on est un peu de cette team, nous, je sais pas, Johan, tu nous diras si t'es de cette team. C'est vrai que nous on est un peu de cette team, soit t'es contender, soit t'es le plus nul possible pour avoir, Johan l'a dit, le meilleur jeune possible, l'espoir du meilleur jeune possible à la prochaine draft. On est un peu de cette mouvance là de pensée. Admettons, nous sommes à la trade deadline ou un peu après, fin février, début mars. L'équipe est quasiment à l'équilibre, ce qui peut t'amener à une place dans le play-in ou fin de play. Ouais, entre la 7 et la 9e place dans cette conférence Est qui a l'air relativement, toujours plus faible, c'est horrible à dire, mais voilà, relativement faible. Nous, Azad, je comprends ta pensée. Si je me fais un peu l'avocat du diable, le nouveau propriétaire, le management, le coaching staff et les joueurs qui sont sur le terrain peuvent dire mais attendez les gars, on a une chance de faire les playoffs, on y va à fond. Alors oui, nous par rapport au pic de draft, machin, on verrait ça comme une espèce d'occasion loupée, entre guillemets, de tanker, mais pour des mecs qui sont sur le terrain, qui s'envoient pendant 80 matchs,
Et ben, je pense que ne serait-ce que faire les playoffs avec une équipe amoindrie par rapport aux années d'avant, c'est déjà une performance, un accomplissement. Tu développes des jeunes, nos jeunes, alors qui sont pas à un énorme potentiel, mais on a quelques jeunes, tu les développes dans un esprit de compétition et dans de la compétitivité. Donc ça pourrait avoir un sens s'il est en mesure de revenir pour les 20 derniers matchs, t'es à peu près à l'équilibre et d'essayer de faire un push. Parce que si t'étais à peu près à l'équilibre à 20 matchs de la fin sans Tatum, même avec un Tatum à 20-25 minutes, ça peut toujours faire du bien. Et essayer de verrouiller ou de valider un potentiel spot de playoff, ça peut être voilà, l'objectif de ces joueurs qui étaient titrés il y a 2 ans, qui étaient favoris pour le titre l'année dernière. Je pense que pour eux, ça doit être très compliqué à entendre, même à concevoir même l'idée de dire oh bah non, bah, les gars, cette année, hein, on joue rien, tu vois. Mais en fait, moi, je pars pas du principe que cette équipe et cet effectif, ils puissent être à l'équilibre Je avant peux le le match de comprendre. la fin. Ça, Quoi. c'est intéressant, ouais. Mais moi, je pense vraiment pas. Et on peut. Mais on va en discuter aujourd'hui, c'est que ça qui est Ouais, mais intéressant. et c'est. Je pense qu'on se rend pas compte un petit peu de genre l'effondrement qu'il y a eu en termes de niveau de la saison dernière à cette année, quoi. Donc ouais, à voir qu'est-ce qu'on attend des joueurs. On peut faire la partie de qu'est-ce qu'on attend des joueurs pour en discuter, mais c'est vrai que il y a du boulot, quoi. Toi, Johan, tu l'espères le retour de Tatum ou tu l'espères cette compétitivité même à petit niveau? Alors, moi, honnêtement, j'en sais rien. Voilà. J'arrive pas à. Non, mais parce que je trouve que ce que tu dis, ça fait complètement sens. Mais après, euh, je sais pas, je cherchais un exemple là dans les. En fait, les équipes qui me sont venues en tête, c'était soit des équipes qui sont aujourd'hui trop mauvaises ou alors qui, du coup, ont fait des belles choses. Comme je pensais aux Pacers, tu vois, j'allais te dire, franchement, s'il y a des fans des Pacers qui nous écoutent, surtout ne le prenez pas mal, hein, c'est vraiment pas une balle perdue. C'était, voilà, j'ai pas eu le temps de. Enfin, j'ai réfléchi vite. Je me dis, genre, t'es fan des Pacers, ton objectif, c'est un top 6. Voilà. C'est ce que tu vises pas le titre, tu vises pas. Et je me dis, il y a des gens qui attendent ça, en fait. Et est-ce que c'est pas un peu, j'allais dire, presque insolent de dire, ouais, bah nous, si on sait qu'on peut pas avoir le titre, on préfère tanker et aller chercher un jeune. Dans les faits, c'est très certainement ce qu'il y a de mieux, surtout que on ne sait pas ce qui peut se passer. On l'a déjà, voilà, on n'est pas trop team complot, mais quand on voit que, enfin quoi que je sais pas si on n'est pas Ah trop team si. complot. Si voilà, je me reprends. Mais quand on voit que les Mavericks ont un first pick, quand on voit que les Celtics viennent d'être vendus, que oui, peut-être qu'on pourrait avoir un joli pick juste en faisant pas les playoffs et avoir de la chance à la loterie. Moi, je m'intéresse un petit peu depuis quelques années à la draft, et là, c'est vrai qu'il y a 3 jeunes qui ont l'air d'être absolument géniaux tous les 3. Donc, tu te dis que tu n'as même pas besoin d'avoir un first pick pour récupérer vraiment un joueur qui potentiellement peut t'apporter de très très belles choses dans les années à venir. Donc, tu te dis, si jamais tu foires ta saison, que tu fais pas les playoffs, que tu as un petit coup de bol et que tu es top 3 à la loterie, vraiment, tu tires le gros lot. Alors, est-ce que ça vaut pas le coup? Si, peut-être, certainement, quand on essaye de raisonner de manière vraiment froide. Mais quelque part, voilà, tu as des équipes, en gros, la situation dans laquelle on est, je suis pas trop d'accord avec ce que. Enfin, je comprends tout à fait ce que dit Azad et je suis d'accord sur le fond, mais de là à dire que ça ne suffirait pas, bah, je sais pas, parce que moi aujourd'hui, je vois 4 équipes dont je suis à peu près sûr qu'elles vont être qualifiées pour les playoffs sans passer par le play-in. Et puis après, en vrai, ben, oui, c'est pas merveilleux, mais cinquième, sixième, je dis pas qu'on sera à l'équilibre, mais il n'y a peut-être pas besoin d'être à l'équilibre pour faire play-in, voire pour être qualifié en play-off. Donc je suis très partagé. Je me dis en fait que je vais essayer de ne pas avoir d'attente, regarder comment ça se passe. Si on gagne suffisamment de matchs pour que ce soit sympa, si on arrive à sortir des gros matchs contre des équipes qu'on pensait sur le papier plus fortes que nous et qu'on arrive à les emmerder un peu, voilà, je vais essayer de profiter de la chose comme elle se présente. Et puis après, si jamais il y a des joueurs blessés et oh non, il s'est fait mal, bah, on verra bien. Mais justement, on va peut-être avancer un petit peu. Déjà, avant de parler des joueurs, qu'est-ce qu'on attend du coaching staff? Bon alors, quelque part, ça va rejoindre un petit peu le truc, mais Azad, qu'est-ce que tu attends du coaching staff? Bah, du coup, là, ce qui va être intéressant, c'est on peut plus du tout compter sur le spacing pour optimiser l'attaque.
Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir beaucoup plus de mouvement parce que tu vas plus du tout pouvoir avoir une attaque statique comme avant parce que tu n'auras plus le spacing pour juste attaquer des mismatchs et faire du 1 contre 1. Parce qu'en réalité, à là où Tatum, même Brand ou Derek White pouvaient profiter du spacing l'année dernière pour des drives et attaquer des mismatchs, cette année ils pourront pas. Et surtout pas Jalen Brown et pas Derek White. Donc en réalité, ça risque d'être assez compliqué en termes d'animation offensive. Et du coup, j'attends beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de jeu collectif, beaucoup plus de passes que l'année dernière. Là où l'année dernière, c'était une équipe qui était beaucoup plus basée juste sur la recherche de mismatch et créer les décalages ensuite, quoi. Là, il va falloir créer des décalages autrement. J'attends aussi de voir un petit peu comment ça va changer défensivement d'approche. Parce que l'année dernière, c'était une approche très basée sur la protection de cercle, forcer les équipes adverses à pas aller dans leur zone de tir préférée. Le problème, c'est que cette année, tu vas beaucoup moins pouvoir faire ça parce que t'as pas de protecteur de cercle. Une des raisons pour laquelle je pense que l'équipe va être vraiment pas très forte cette année, c'est que t'as pas de protecteur de cercle. Et du coup, comment tu vas défendre sans protecteur de cercle, sans non plus... T'as qu'un seul gros défenseur sur le point d'attaque. T'as pas forcément énormément de QI défensif. T'as beaucoup de jeunes, donc t'es beaucoup sujet à faire des erreurs. Tu vas toujours jouer avec une cible défensive sur le terrain sur ton backcourt, que ce soit Pritchard ou Simmons. Donc je pense que défensivement, ça va s'écrouler un peu dans tous les sens. Donc comment ils vont pallier à ça ? Quelles vont être les solutions ? Les solutions aussi offensives quand t'as pas de spacing et moins de création. Et aussi, le dernier truc, c'est comment tu développes finalement des joueurs, comment tu gères tes rotations, comment tu gères la hiérarchie, qui a le droit à des minutes, qui a le droit à de la création, et ça c'est curieux de voir comment ça va être géré. Mais du coup c'est un peu les 3 angles, c'est comment tu crées l'animation offensive, comment tu changes ton approche défensive, et comment tu gères des jeunes et développes des jeunes alors que sur les dernières années, tu avais juste eu à optimiser une des meilleures équipes de l'histoire en termes d'effectifs, quoi. Donc voilà un petit peu le chantier que j'attends. Ça fait du boulot, hein. J'aimerais pas être... On est bien d'accord que ça va être compliqué. Je réalisais là, c'est vrai que je réalisais l'ampleur du désastre de tous ces départs sur le plan défensif. C'est vrai que... Non mais... Ah bah ouais, hein. Je sais pas, je l'avais pas... Alors, je roule l'idée, évidemment. Mais je veux dire, Cornet, Horford... Bon, Porzingis, c'est particulier, parce que c'était une défense. Mais oui, non, c'est chaud. C'est vraiment très chaud. Vincent vient de partir. Allez, non, mais je viens de partir après avoir entendu tout ça. Ah merde, Vincent nous a quittés. Allez, Vincent. Et encore, Johan, t'as pas vu défendre Luka Garza et Anthony Simmons, hein, parce que moi je viens de me les enfiler. Ça fait 48 heures. Les matchs de pré-saison encore. J'ai fait les 3 matchs en 48 heures. Je suis ouf, ça fout là, j'avais pas, ça pleure des yeux. La pré-saison, ça veut rien dire. Donc je suis totalement d'accord avec Azad, il a bien tout résumé. Je rajouterais du coup dans les petites pistes, donc on a entendu dire au Media Day, on va courir, on va être une équipe qui va courir. Donc effectivement on va essayer de jouer un peu plus rapidement. Je pense que sur le demi-terrain ça va être extrêmement compliqué de trouver des choses. Surtout Azad, dans tout ce que tu disais, je me faisais la réflexion sur les 3 matchs que vous venez de m'envoyer. Donc création, on n'a rien vu. Mouvement off-ball, on n'a rien vu. On a vu du pull-up à gogo. Alors oui, Anthony Simmons va mettre des pull-up. Peyton Pritchard va mettre des pull-up. Jalen Brown va rater des pull-up. On a déjà eu un beau florilège. La défense, t'en as parlé. Qui va protéger le panier ? Je me demande bien. Tillman est trop petit, Keita et Boucher sautent sur la moindre feinte et s'écroule sur le mec qui vient de feinter un tir. Ça fait peur. Voilà. On aurait dû enregistrer avant, les gars. Je laisse que là, je viens de m'envoyer des matchs. Donc voilà, donc ça va être un peu délicat. Effectivement. Après, on va en discuter sur des mecs individuellement. Moi, ce que je peux espérer, parce que du coup, c'était un peu ça le thème, qu'est-ce qu'on attend de Mazzulla ? Ce que tu nous as pas fait voir pendant 2 ans, effectivement, tu as conduit une Rolls-Royce, un des meilleurs rosters de l'histoire, tu l'as conduit une fois au titre, merveilleux, très bien. L'année dernière, ça a cruisé en régulière, ça s'est effondré en playoff, très bien.
on veut effectivement variation offensive. Il faut que tu nous fasses voir que tu es capable d'essayer avec un effectif bien plus mid, de créer une offense qui a du sens, et voire même une offense qui peut se projeter dans les futures bonnes équipes de Boston. Donc ça c'est intéressant si on se projette avec Mazzulla sur le très long terme. Et l'approche, Azat, tu le disais, défensive, je vois... peut-être j'espère qu'il tentera plus de playmaking défensif, de plus jaillir sur la ligne de passe, de provoquer plus de pertes de balles, parce que très clairement, t'as perdu trop d'éléments vitaux pour ta défense. Bon, de toute façon, c'est simple, hein, t'as perdu tous tes pivots. Donc déjà, quand on sait que c'est généralement les pivots qui définissent un peu l'identité défensive d'une équipe, et ben, si t'as perdu combien, 3 pivots, 4 pivots, 3 pivots, plus ton meilleur défenseur hors pivot intérieur en Tatum, qui est un défenseur largement sous-estimé, bon, ben, très clairement, t'as tout à rebâtir, au niveau de Joe. Il a du boulot, on n'a pas trop entendu d'éventuellement d'embauche d'assistants nouveaux. On aurait aimé un assistant offensif un peu créatif. Il n'y a rien qui est sorti cet été, donc à mon avis, il n'y a rien qui a été fait. Donc on reste comme on est. On attend et on voit. Ça fait rêver, hein. Mais du coup, on est quand même de Yes. bonne humeur, parce que on est Ouais. sous l'angle de la curiosité, comme dirait. J'allais dire, il va falloir mettre de la bonne humeur dans cet épisode parce que là, il y a des gens, ils ont déjà arrêté, ils ont fermé Spotify, ils ont dit bon, vas-y, là, ça m'a saoulé. Non, restez avec nous, promis, on va essayer de parler de trucs un peu plus joyeux, même si ça va être compliqué. Je vous propose de parler des cadres de notre équipe, donc je me suis fait une petite liste pour, bon, alors, les cadres, j'aurais pas eu de mal à les trouver, mais je me suis fait une petite liste pour être sûr de n'oublier personne dans les différentes catégories. Je les ai tous fait rentrer. Donc on va parler de Jaylen Brown, de Derrick White. Je me suis permis de mettre Peyton Pritchard dans les cadres, même si on ne sait pas encore s'il sera titulaire ou sixième homme, mais voilà, je pense que sa valeur n'est plus à démontrer. Et j'ai mis Sam Hauser aussi, parce que j'arrivais pas à le rentrer ailleurs, et que malgré tout, ça a été un artisan du titre, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, et même s'il a un rôle réduit par rapport à notre 5 de départ, où voilà, il a quand même été bien pratique, et il s'est révélé être bien plus intéressant que ce qu'on aurait pu croire à la base. Donc voilà, je vous lance sans question bien précise, mais pour dire, quand on parle de ces joueurs-là, avec bien évidemment des niveaux d'exigence différents, Vincent, les cadres pour toi, qu'est-ce que tu attends d'eux cette saison? On va se les échanger un peu au fur et à mesure. Je vais commencer par Jaylen Brown, on va faire le plus classique. Jaylen Brown, je vais vous renvoyer vers la vidéo d'Azad sur le Dreamcast Show. C'était bien Azad, hein, c'était bien. Il y a 20 minutes de vidéo sur ce qu'on a à attendre de sa future saison. Donc de la création, donc du scoring. Azad nous parle de le mettre en mouvement sans la balle, mais ça j'y crois pas trop. Donc voilà, donc on attend. En fait, j'attends de Jaylen Brown qu'il fasse de son mieux, parce que vu que je fais partie de ceux qui pensent qu'il a pas les épaules pour être le joueur héliocentrique d'une bonne attaque, je veux juste qu'il essaye de continuer à développer son passing comme on l'a vu l'année dernière. Il aura des cibles, notamment en drive and kick, des forts shooters autour de lui, je pense. Donc s'il arrive à les trouver dans de bonnes conditions, je pense que ça peut rendre des trucs sympas. Et j'aimerais qu'il soit mis en mouvement sans la balle pour qu'il joue ce rôle de finisseur qu'on attend de lui depuis des années, mais j'y crois pas trop. En fait, ce qui est malheureux, c'est que je pense que ce qu'on va lui demander ne correspond pas du tout à ses qualités. Donc comme de nombreuses personnes, je m'attends à une saison compliquée de Jaylen Brown, et j'espère bien évidemment me tromper et ne rien comprendre, et j'en serai le premier avis. Après, excuse-moi Azad, du coup, Non, vas-y, je suis pas pressé. Je me permets de relancer. Ça fait longtemps aussi qu'on se pose la question. Il y a eu, depuis quelques temps, la hiérarchie est claire. Jason Tatum s'est révélé être le numéro 1, il n'y a plus de discussion possible. Mais en même temps, il y a quand même une question autour de Jaylen Brown, même si pour certains, la réponse est déjà donnée. Mais est-ce que, moi je me rappelle de discussions qu'on a pu avoir entre nous au trèfle ou ailleurs, et où on se disait, si Jaylen Brown était l'option numéro 1 d'une équipe, qu'est-ce que ça donnerait? Et bien sûr qu'on n'est pas spécialement confiant, mais j'ai envie de dire c'est maintenant en fait, quelque part. On va voir ce que ça donne. Ouais.
Bah, après, ce qu'on peut souhaiter aussi, sinon, de Jalen Brown, c'est qu'il soit assez mauvais pour que ça puisse tanker, quoi. C'est pas possible. C'est pas Oh là là possible. là. On en peut Non, plus mais, de ces gens-là. mais arrêtez, mais c'est une manière hyper positive non, mais de passer au révélateur. Et de dire, bah voilà, on passe au révélateur, et du coup, bah, ça va coûter des victoires, mais au moins, on essaye des choses, quoi. Et Que si ce soit jamais on pas avait une meilleur très que bonne l'autre. surprise et qu'il nous sortait une super saison, Mais du bah coup, on on serait aura ravis gagné. quand même. Bah oui, mais ça, on peut le souhaiter. On n'est peut-être pas en mesure d'y croire, mais on peut le Ah, souhaiter. Après, dans tous les cas, je pense que l'énorme usage, il va l'avoir, hein. L'année dernière, enfin sur les moments où Jason Tatum il est pas sur le terrain, on voit très bien que son usage il augmente, son nombre de points marqués augmente, son efficacité baisse. Donc c'est quand même assez facile d'entre guillemets d'arriver à se projeter sur qu'est-ce que ça devrait être Brand sans Tatum, parce qu'on a quand même des échantillons qui sont assez grands et qui nous permettent un petit peu d'anticiper ça. Surtout en plus des échantillons qui ont existé à l'époque où ils jouaient pas dans des bons spacing, quoi. Comme on va avoir la saison prochaine. Donc en réalité, c'est-à-dire que là, pas avoir l'iceberg, c'est quand même un peu se mentir, quoi. on est d'accord, on est d'accord. On espère, je te dis, moi j'espère juste être agréablement surpris. Par exemple, si je devais lui fixer entre guillemets un objectif, je considère que s'il faisait une année à l'efficacité moyenne avec des turnovers qui n'explosent pas et une défense correcte, je serais déjà content et satisfait de sa saison en fait. En fait, je pense que le prisme de la saison de Jalen Brown, il peut être suivant l'image qu'on a de lui, il peut être aux antipodes d'une personne à l'autre. En fait, c'est toujours très compliqué, Jalen Brown. Ça se trouve, il y a des gens, ils s'attendent à ce qu'ils mettent 30 points par match. Alors ça, moi, j'y crois pas du tout, par exemple. Voilà. Même s'il peut les atteindre, mais ça serait avec un volume colossal et ridicule de toute manière. Donc, Ouais, mais l'année dernière, elle était déjà pas efficace, pas plus efficace que la moyenne. Ça non, on est m'étonnerait d'accord. On est ça d'accord. m'étonnerait que cette année, dans un contexte plus compliqué, ça soit le cas, quoi. Ouais, on verra bien ce que ça va donner. Je suis en train de me dire qu'on aurait peut-être pas dû prendre cette équipe pour la preview. Là, on est sur les deux. Non. Il aurait fallu faire venir Elias parce que c'est celui qui est le plus indulgent, on va dire, avec Jalen Brown. Je- On l'embrasse d'ailleurs, on embrasse tous les autres copains du trèfle. Bon, ben on passe aux autres du coup. Alors, Derrick White, Peyton Pritchard, Azad, à toi. Bah, Peyton Pritchard, j'attends pas grand-chose dans le sens où je pense pas qu'il puisse faire mieux que l'année dernière. Donc, son passing, il s'est jamais développé et j'ai du mal à imaginer que ça puisse venir maintenant. Et je pense qu'il est limité tout simplement aussi par sa taille et ses lectures de jeu. Derrick White, on peut attendre un peu plus de création et surtout attendre qu'il soit toujours un petit peu aussi performant défensivement finalement. Est-ce que ça va réussir à tenir alors que son usage devrait augmenter? Derrick White, ça va être intéressant à suivre parce que pour le coup, lui, il va vraiment être passé au révélateur de la création. Donc ça peut être intéressant entre guillemets de voir comment il s'en sort sur plus de drive, même plus de création pour les autres. Il va être moins dans un rôle de connecteur et de finisseur qu'avant. Qu'est-ce que ça va donner sur l'impact de son jeu? Ça va être super intéressant à suivre. Mais après, Pritchard et Hauser, j'ai du mal à imaginer qu'ils puissent apporter plus que ce qu'ils ont déjà apporté dans leur carrière finalement. Et s'ils ont plus de création, je suis pas sûr que ce soit très bénéfique pour le collectif, mais entre guillemets, qu'un seul moyen de le savoir, quoi. Moi, je suis à peu près d'accord sur Pritchard et Hauser. Je pense que Pritchard, on a vraiment eu la quintessence de son rôle et ce qu'il peut apporter à un NBA l'année dernière. Donc, en vrai, moi, je voudrais pas y toucher. Je voudrais qu'il reste dans le même rôle. Parce que je pense qu'il est capable de le répliquer. Et lui, peut-être pour le coup, il est pas dépendant d'un spacing. En fait, parce qu'il est quand même souvent assez dans l'autocréation, même sur ses petits pull-up à 2 points ou même quand il va au panier. Donc, j'attends rien de lui. Je suis un peu inquiet pour Sam Hauser. Sam Hauser, c'est quand même un type de joueur qui va être mais tellement dépendant de la création collective autour. Si on n'arrive pas à le trouver seul à 3 points en catch and shoot, Sam Hauser fait quoi? Il fait pas grand chose et c'est compliqué de lui en demander plus. Et autant on est tous intimement persuadés, à raison, que c'est un des meilleurs shooters de la ligue,
mais il a besoin de synergie collective, quoi. Ça viendra pas de lui. Et vu que je pense que ça va être un peu plus compliqué cette année au niveau de la synergie, tu vois, quand il y aura deux mecs dans les corners, s'il y a Minot d'un côté et Hauser de l'autre, on sait très bien le mec qui va être laissé un peu tout seul et celui qui va être serré d'un peu plus près. Donc ça va être un peu plus compliqué pour Hauser. Je crains un petit peu plus pour son utilisation. Et Derrick White, je suis comme Azad, hein, Derrick White, feu. On veut là pour le coup le passer au révélateur, voir si il peut être plus que le meilleur connecteur de NBA. Est-ce qu'il peut aller forcer un peu la décision, forcer son scoring? Je suis prêt à attendre une baisse d'efficacité, mais on voudrait plus de drive, ouais, plus de responsabilité, plus de création pour tout le monde, pour lui-même et pour les autres. Donc pour le coup, je pense que c'est le mec à vraiment passer au révélateur. Parce qu'en fait, on avait cette sensation qu'il était parfait dans son rôle, mais que potentiellement il en avait un peu sous le pied, donc on attend de voir. Ça peut être encore, mais est-ce qu'il va encore nous ravir et encore une saison nous dire waouh, il peut encore faire plus, encore mieux, toujours plus. Ça serait une performance, ça serait une énorme performance de continuer à passer des steps, parce que franchement depuis qu'il est arrivé il a passé des steps tous les ans. Et de continuer une fois de plus avec ton joueur majeur en moins, avec un contexte moins bon autour, bah là on s'agenouillera devant Derrick White. Ouais, clairement. Mais ça va être compliqué. Il nous rajoute toujours. En fait, le mec vient là pour dire mais ça va pas être facile, quoi. Non, mais voilà, faut appeler un chat un chat, quoi. Historiquement, les années des grosses équipes, les soirs où il manquait un mec ou deux, Derrick White, souvent on dit waouh, dis donc, il a pris la cape du super-héros et tout machin. Mais là, s'il faut qu'il se fasse ça pendant 80 matchs, c'est là où je suis un peu comme toi, pour le coup, je critique, mais c'est dur de se projeter, de dire waouh, et puis il aura tellement à faire défensivement aussi, quoi. Ouais, mais c'est voilà, je suis totalement d'accord avec ce que vous disiez tous les deux, et c'est les deux joueurs pour lesquels ça m'inquiète, mais pas pour les mêmes raisons. C'est que effectivement, je pense que Derrick White et Sam Hauser étaient, encore une fois à des niveaux très différents, mais étaient des joueurs qui tiraient le maximum du fait d'avoir les meilleurs joueurs possibles autour d'eux. Et effectivement, je dis pas que je suis inquiet parce que je suis persuadé qu'il va faire une bonne saison, mais c'est vrai que c'est pas de savoir s'il va être moins bon, mais je me demande si le plafond d'Eric White, il n'a pas été un peu atteint par la force des choses, justement parce que maintenant qu'il a plus Tatum à côté de lui, qu'il a plus Jrue Holiday à côté de lui, est-ce que ça va être possible? Enfin, il va faire une bonne saison, j'en suis sûr, mais est-ce qu'il va être aussi précieux? Est-ce que son rôle va être autant... Enfin, moi j'ai l'impression que Derrick White c'était la cerise magnifique sur un super gâteau. Sans ce qu'il faut à côté, pardon, je me répète pour la 4e fois, je doute pas une seconde qu'il va faire une bonne saison, mais j'ai peur qu'en tout cas ça se ressente moins. Voilà, quand on te dit les 30 équipes de NBA voudraient un Derrick White, bah ouais, mais mets un Derrick White à, j'en sais rien, encore une fois, je veux pas froisser personne, mais mets-le dans une équipe mauvaise, oui, il va briller, mais ce sera pas le plus génial qui fait que. Donc là, ouais, je me demande un peu, à voir. Et Sam Hauser, pareil, je suis complètement d'accord, c'est-à-dire que si jamais t'as pas 3 menaces autour de lui, que la seule vraie menace c'est lui, bah il va suffire de le défendre fort et ça va être compliqué aussi, quoi. Ouais. Après, en sachant aussi que Jalen Brown, c'est pareil, il a besoin de ça. Lui aussi, il bénéficie énormément du spacing. Donc, tous les joueurs bénéficiaient du spacing qui était apporté par Porzingis, par Tatum aussi, parce que je pense que ce qu'on se rend pas forcément compte, c'est qu'il y avait un énorme apport de Tatum au spacing, et il y a pas mal de situations où Boston attaquait à 4 contre 4 avec un des meilleurs défenseurs qui était tenu au milieu du terrain, justement par la présence de Tatum. Donc bon, ça va vraiment se casser la gueule, ça va être fantastique. En vrai, le château de cartes va s'écrouler, j'ai juste envie de voir quelles sont les cartes qui vont tomber en premier, quoi. Et dans quelle mesure, en fait? Est-ce que tu gardes un ou deux étages de ton château? Parce qu'en fait, c'est très rigolo, parce ça fait 2 ans que certainement sur ce podcast, ou j'en sais rien, on vous bassine avec le spacing. Mais le spacing de Boston, en fait, il était unique. Et il n'avait peut-être quasiment jamais eu d'équivalent.
Donc là, effectivement, en fait, on va finalement revenir à un spacing traditionnel et plutôt classique à ce qui se fait en NBA même en 2025. Donc c'est là où Mazzulla va avoir aussi de la responsabilité à créer des choses parce que des équipes performent et performent fort avec un spacing moyen. Alors des fois avec des joueurs extraordinaires pour faire vivre tout ça, mais on arrive à avoir des attaques qui arrivent à performer sans un spacing comme avait Boston. Donc il n'y a pas qu'une manière d'attaquer et ça va être intéressant aussi. Eh ben, on va passer à la catégorie suivante, qui n'est pas vraiment une catégorie, puisque j'ai pas trop su où le mettre. Je vais pas dévoiler, je vais pas dévoiler les futures catégories, mais on va parler d'Anthony Simons que j'ai pas pu mettre dans les cadres, puisque jusqu'à maintenant il n'était pas là, et il rentrait pas vraiment dans les catégories suivantes. Alors on va essayer de pas trop se baser sur ce qu'on a vu en pré-saison parce qu'on sait que la pré-saison ne compte pas, n'est-ce pas Vince? On s'enlève ses idées parce que c'est voilà, on le sait que ce qu'on voit en pré-saison, c'est des fois c'est merveilleux puis finalement ça se révèle être tout pourri. Eh ben on va dire que c'est pareil dans l'autre sens. En se basant sur ce qu'on a vu à Portland, moi je vous avoue que Portland c'est une équipe que je regardais pas beaucoup donc je vais pas pouvoir être d'une grande aide là-dessus. Pour vous, Anthony Simons, qu'est-ce qu'il peut apporter et surtout qu'est-ce qu'on attend de lui, du coup? Qui progresse pour qu'on puisse l'échanger. Ouais. Je me doutais que tu allais partir sur un truc. A priori, on va l'avoir jusqu'en février. Qu'est-ce qu'on attend de lui jusqu'en février, Azad? Des progrès défensifs. En tout cas, je sens Vincent qui s'exclave de rire d'ici. Mais entre guillemets, des progrès défensifs parce que c'est clairement ce qui fait que il n'y a pas eu d'intérêt pour des équipes compétitives pour son profil avant, c'est parce qu'il n'a jamais rien montré de ce côté-là. Après, je vais attendre aussi que ce ne soit pas juste un joueur de pull-up qui crée rien d'autre que pour lui des tirs compliqués, qui sont un peu plus capables d'être dans des mouvements collectifs et ou d'être sur du drive, mais bon, j'y crois pas trop, ni le passing non plus, donc je crois pas en grand-chose finalement. Pour moi, ça aurait été un super joueur, Anthony Simons, genre à Orlando par exemple. Bon, ils sont allés chercher bien mieux, ils sont allés chercher Desmond Bane, tu vois. Mais dans l'idée d'avoir quelqu'un qui apporte du spacing. Alors pour le coup, c'est bien, il va apporter du spacing. J'espère juste qu'il va pas bouffer trop de ballons. Et puis le spacing qu'il va apporter, entre guillemets, Pritchard va en apporter tout autant. Donc sur des postes où c'est un peu redondant, donc ils vont pas pouvoir forcément jouer en même temps sur le terrain. Donc bon. J'espère qu'il va réussir à trouver une sorte de synergie collective. Je suis pas convaincu que ça arrivera, mais pour moi ça passera par la défense et par une aptitude à apporter de la synergie collective en attaque, quoi. Pour savoir ce que j'attends de lui, déjà je vais essayer de savoir pourquoi il est là. Il est là parce que ça nous a économisé un peu d'argent, que Portland était chaud pour récupérer Jrue Holiday, qui était un contrat compliqué pour nous, donc ça coûtait un peu moins cher et surtout une année. Parce qu'en fait, pourquoi j'attends pas grand chose de lui, et c'est catastrophique, le mec il est à peine arrivé, voire même à une époque on ne savait même pas si on le verrait, il n'y a même pas eu de présentation officielle entre guillemets. Azad, tu connais ça mieux que moi, mais pendant l'été d'habitude t'as les mecs avec les maillots qui font les photos. Anthony Simons, j'ai même pas souvenir, c'est un peu cata, tu vois, au niveau du ressenti extérieur, tu te dis ah tiens, le mec il est en transit, quoi, vraiment, il est entre deux trains. Je sais pas trop combien de temps il va rester, ni vraiment pourquoi il est là. Je trouve ça même un peu bizarre et pas très bien joué de la part du front office, tu vois. Je sais pas si tout le monde était en vacances ou pas, mais le front office, on pourra en parler aussi après, hein. Voilà. Même, tu vois, d'un point de vue même gestion humaine et tout, je trouve ça pas ouf. En fait, pourquoi Anthony Simons, c'est compliqué, c'est qu'en fait, il apporte. En fait, on parle de spacing, mais en fait, entre Derrick White, Peyton Pritchard, Hauser et Simons, on a 4 des meilleurs tireurs de la ligue. Donc en fait, on a des tireurs. Mais le problème, c'est qu'ils sont à peu près sur les mêmes postes et avec surtout les mêmes faiblesses défensives. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vois pas vraiment ce que va apporter Anthony Simons de plus que Pritchard, vu qu'ils ont à peu près les mêmes caractéristiques. Je pense que défensivement, il y a un meilleur matériel physique chez Anthony Simons. Anthony Simons, je sais plus pourquoi j'avais recherché ça, dans des insomnies certainement, il fait la taille de Derrick White. Avec des bras un peu moins longs, mais c'est un mec qui a des outils physiques théoriques, on va dire. Donc si la culture de la franchise, le coaching staff sont sur ses fesses pour le faire défendre, si ça devient un bon défenseur avec ce spacing et qu'il arrive à faire un peu de jeu collectif, à prendre quelques pick and roll, développer encore un peu le passing, il est pas si vieux que ça,
ça se trouve, on sera ravis de sa saison. Et du coup, potentiellement le rééchanger, potentiellement il y a un monde où il est re-signé pour moins cher aussi, pour pas laisser fuiter son contrat, la valeur de son contrat pour rien. Voilà, donc c'est compliqué en fait de se projeter parce que ça soit lui, alors ça veut dire qu'en fait en permanence tu auras ou Pritchard ou lui sur le terrain, donc un excellent tireur, un tireur qui peut tirer de loin, qui peut créer lui-même son tir, donc c'est des qualités, mais c'est pas encore une fois, c'est des qualités très très personnelles et on attend de voir ce qu'il va donner dans un fond de jeu collectif. Moi je suis comme toi Johan, j'ai pas beaucoup regardé Orlando, mais Orlando, une équipe jeune qui a un peu prouvé en fin d'année dernière, qui s'est un peu trouvé défensivement d'ailleurs, mais il n'y a qu'à voir, hein, ils l'ont pas gardé. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant. J'ai dit quoi? Orlando. Ah oui, pardon. Voilà. Tu voyais déjà en Orlando. Ouais, c'est vrai que ça a été pas mal dans les rumeurs et qu'effectivement, quand. Et Azad a raison. Azad a raison. Avec l'escouade à Orlando d'ailiers immenses et tout, ils auraient pu le cacher en le mettant meneur et tout, et ils auraient eu besoin. Et peut-être même, tu sais quoi, ils auront peut-être encore besoin de son spacing parce que c'est pas parce que t'as rajouté Ben que ça règle tous les problèmes en fait. Hein. Donc voilà, donc c'est compliqué pour nous le cas Simmons parce que alors moi des fois je me dis mais on est affreux d'être comme ça pour lui et je trouve Azad horrible dans sa première description, mais effectivement c'est compliqué. En fait les signaux envoyés par la franchise et son profil fait que t'as l'impression que vraiment il est là pour être vendu en pièces détachées, c'est horrible, ou alors aller à la fin de son contrat et merci pour ce que t'as fait. Ouais, ou alors, effectivement, s'ils arrivent à. Comme tu dis, la culture, le fait qu'on ait quand même une équipe qui a été très orientée sur la défense, est-ce qu'en gros on arrive à en faire un défenseur ne serait-ce que correct? Parce qu'il y a un autre problème qui va se poser, c'est que je regardais là, en fait c'est terrible, je me rends compte que je sais pas que je maîtrise pas mon sujet, mais c'est qu'il y a peut-être je me suis un peu voilé la face, j'ai pas voulu affronter certaines choses. Je me rends compte que sur les postes arrière, on a Derrick White, on a Anthony Simons, Peyton Pritchard, et puis après il y en a plus. Bon alors Jaylen Brown peut jouer deux et très certainement mais il faut pas qu'il y en ait un qui se blesse enfin remarque si peut-être que ce serait pas trop grave si quelqu'un se blessait, mais si tu pars du principe que tu essayes de jouer à peu près correctement même sans viser trop haut, ça veut dire que tes trois gars sur le backcourt ça va être Derrick White, Anthony Simons, Peyton Pritchard, et effectivement ça paraît compliqué, je schématise un petit peu, mais ça paraît compliqué d'avoir deux Peyton Pritchard sur le terrain en même temps. Donc ouais, il faut au moins espérer de lui de lui et du coup du coaching staff et de l'entourage que quelque chose se débloque en défense, parce que sinon ça va être compliqué. Ouais. En fait, c'est assez intéressant depuis le début du podcast, on l'a pas trop évoqué, mais c'est un peu la théorie des costumes. Azad en a parlé au début du podcast, c'est-à-dire qu'en fait, ok, l'effondrement du niveau. Donc chaque mec qui reste ou qui vient d'être recruté va avoir un costume beaucoup plus grand que ce qu'il a jamais eu. Donc première question, qui va faire grandir ses épaules pour remplir le costume, et surtout on sera, avec la blessure de Tatum, à la merci de n'importe quelle autre absence qui te fait chuter encore plus drastiquement en niveau en fait. La moindre absence de Derrick White ou même de Jaylen Brown qui va créer quoi avec le reste du roster. Imaginons même Brown peut avoir tous les défauts de la terre, au moins il génère des choses. Pas toujours positif, mais ça génère, c'est du volume. Le jour où il est pas là, on verra. Mais du coup, jouer sans aucun des Jays... le jour où il est pas là, t'es les Bulls en fait. En dessous, je pense même. Ouais, je pense que t'es les Bulls quand il est là. C'est possible en plus. Mais donc voilà, c'est aussi pour ça la théorie des costumes, c'est qu'à chaque absence que tu auras, et on n'est pas arrivé au niveau des intérieurs, à chaque absence que tu auras, tu demanderas à un autre encore de la rotation d'en dessous. C'est-à-dire que la rotation d'en dessous, c'est des mecs qui n'auraient pas foulé le parquet l'année dernière dans cette équipe, qui devra prendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Donc c'est là où ça peut faire peur un petit peu. Ça va être formateur pour tous ces gens. Voilà, exactement. Bon, et ben justement, en parlant de formateurs et de temps de jeu, de besoin de temps de jeu, etc., on va parler des jeunes. Donc moi, dans nos jeunes, j'ai classé Hugo Gonzalez, que je connais très peu, parce que même si je m'intéresse un petit peu à la draft depuis quelques temps, je ne l'ai jamais vu. Alors il y a Baylor Scheierman, donc, qui va attaquer sa
2e saison avec nous. Il y a Jordan Walsh. Voilà, je vais vous laisser en parler, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis, donc, il y a Josh Minott qu'on a récupéré en provenance des Timberwolves. Ce sont nos jeunes. Et en théorie, j'allais dire c'est notre futur, bon du coup pas forcément, mais si c'est ça le futur, il a pas l'air bien brillant. On attend quoi de ces jeunes Vincent, je te redonne la parole. Du coup, est-ce qu'il y en a un en particulier que tu vois un petit peu sortir du lot, ou bien est-ce qu'il y en a un qui doit absolument montrer quelque chose? Alors, moi, ce qui m'embête sur le roster de jeunes que tu viens de nous donner, c'est qu'en fait, c'est un peu des profils similaires. Et ça, bon, j'avais les débats avec C'est pas des Tito, hein. profils avec beaucoup de potentiel. C'est pas ouf, pas ouf. On a perdu Azad. Azad, un peu de sérieux, s'il te plaît, il y a des gens qui nous écoutent. Enfin, j'espère qu'ils nous écoutent toujours. Donc en fait, moi, ce qui m'embête, c'était un peu les dernières drafts de Stevens, et moi, j'étais pas trop en accord avec les profils. C'est qu'en fait, on se retrouve avec 3 mecs sur les postes d'ailier, de forward, je sais pas comment on peut le dire, qui ont l'air d'être défenseurs volontaires, capables, bons, on va dire, mais avec des grosses limitations offensives, à savoir un 3 points en construction pour Josh Minott et Hugo Gonzalez. Chez Herman, il a montré l'année dernière que ça pouvait éventuellement rentrer un peu par série, mais c'est des mecs par contre qui feront pas grand chose avec la balle. J'ai vu 2-3 choses de Josh Minott, je trouve ça assez sympa, capable d'attaquer un peu sur drive, un peu tout droit pour l'instant de ce que je vois. Mais en fait, je me retrouve avec 3 potentiels, je sais même pas qui va intégrer le plus la rotation pour l'instant. On a envie de donner la primeur aux plus jeunes et aux plus récemment draftés, parce qu'on a 4 ans de contrat très avantageux sur lui, et peut-être qu'on peut projeter. On a vu des choses sympas d'Hugo Gonzalez. J'ai l'impression quand même qu'il évolue dans un contexte hyper compétitif au Real Madrid. Il a l'air de savoir jouer entre guillemets, et donc voilà, donc c'est un peu ce qui m'embête sur ce triptyque là de jeunes. J'ai l'impression d'avoir un peu le même mec. Alors oui, à quelques centimètres près en longueur. Josh Minott a l'air d'être un mec un peu plus gaillard, qui a l'air d'avoir un corps, peut-être une éventuelle protection un peu de panier secondaire qui peut être sympa. Donc des choses sympas, mais Azad, ça l'a fait marrer, mais c'est vrai qu'il a raison, c'est pas des profils à fort potentiel de toute manière, c'est pas des profils de porteurs de balles, mais ça c'est assez logique, de toute manière on en a déjà des porteurs de balles. C'est pas des défenseurs, on va dire... type défenseur intérieur qui te change la phase d'une équipe ou qui te définissent la défense d'une équipe. Donc voilà, on espère. Moi, franchement, j'espère qu'on en ait un qui explose. Et pour moi, l'explosion, c'est bonjour, je suis un joueur NBA qui peut jouer 25 minutes dans une équipe compétitive. Voilà, qui nous prouve qu'il y en a un des 3 notamment, qui nous prouve que ça peut être le cas, qui peut être un joueur de rotation solide. Et dans mes préférences entre guillemets, je partirai sur Gonzalez parce que voilà, année rookie, il a 4 ans de contrat très avantageux, en espérant développer des choses, et notamment un tir à 3 points fiable, un peu de connecting au niveau de l'attaque, ça serait merveilleux. Ouais. Après, on paye un peu Enfin, on paye, oui, quelque part, c'est quand tu vois les équipes qui ont un jeune en se disant... lui, il pourra apporter, il pourra se développer, il pourra... Voilà. Nous, Gonzalez, c'est un pick 28. Scheierman, c'est un pick 30. Jordan Walsh, du coup, t'en as même pas parlé parce que c'est effectivement peut-être le plus déprimant des 4. Mais c'était un pick de fin de premier tour où on a... Non, c'était même 45e. Oui. Non, mais oui. on avait le pic de fin de premier tour et on est descendu. Je crois qu'on a tradé 3-4 fois dans la soirée jusqu'à le sélectionner autour de la, effectivement, 40e place. Mais en tout cas, c'est pour dire que c'est un peu la logique du truc. On fait des super saisons, nos pics ils sont en fin de premier tour, on récupère ce qu'on peut. Et bon, ça existe des joueurs qui sortent du lot à ce moment-là de la draft, mais il y a quand même une certaine logique à se dire que c'est pas des joueurs extraordinaires, quoi. Donc quelque part, on paye le fait d'avoir été trop bon. Il fallait bien que ça nous tombe sur la tronche à un moment ou à un autre. Et puis Josh Minott, je sais pas où il a été drafté, mais en tout cas... c'est Minnesota, 45e aussi. 40... Ouais, Minnesota je savais, mais 45e du coup je l'avais pas. Ok. Azad, t'as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est assez clair, hein. De toute façon, c'est pas des jeunes avec beaucoup de potentiel, c'est des jeunes avec des profils très redondants. C'est des jeunes avec des profils qui ont des défauts qui doivent absolument être gommés pour avoir une chance d'avoir un vrai rôle, en sens du tir, quoi, par exemple, surtout. Et du tir et de la lecture de jeu, mais je pense que Jordan Walsh, il y a trop de trucs à corriger
Je pense que c'est déjà trop tard pour Jordan Walsh, disons. Je pense que Gonzalez, il y a un peu plus de temps et il y a un peu plus de potentiel déjà sur la lecture de jeu et la compréhension de comment fonctionne un match de basket. Et Josh Minot, je pense que pour moi, c'est celui dans lequel je crois le plus pour cette saison pour un peu exploser. C'est celui que franchement, c'est celui que je vois plus trouver un rôle dans une équipe qui performe pas énormément et qui, malgré ses défauts, finalement, quand même peut apporter de bonnes choses parce que la défense, parce que l'envergure, parce que la lecture de jeu, la vitesse aussi, un peu de drive. C'est peut-être le basketteur le plus accompli de ces jeunes qu'on peut développer. Ou alors Baylor, qui a du coup un profil qui est un peu plus risqué dans le sens où il fait beaucoup plus d'erreurs qui peuvent être très coûteuses un petit peu et c'est celui qui tente le plus, mais d'un côté c'est celui qui a aussi peut-être le meilleur sens du jeu et le profil le plus complet offensivement dans le sens où il peut faire de la passe, c'est celui qui peut faire le plus de choses quand même en attaque. Donc à voir, ce sera Baylor ou Josh Minot pour moi qui trouveront une place dans la rotation cette saison. Une place stable, disons. Ce qui m'embête un peu, Azad, avec ça, c'est ce que tu as, admettons, Josh Minot, on voit qu'il y a des choses. On voit qu'il y a des choses, c'est clair. Mais par contre, il est sous contrat minimum pendant 1 an. Tu vois, moi, je serais prêt à sacrifier ce développement, sachant que, admettons, il explose. Tu vois, vraiment, tu retrouves un Derrick Jones Jr. En lui, tu vois, voilà, par exemple. Mais en fait, tu n'auras pas les moyens de leur signer, donc en fait, ça m'intéresse pas, en fait. C'est pour ça que, limite, j'ose espérer que le front office et le coaching staff disent non, là, on a drafté un mec, on y croit, jeune espagnol, académie de jeu, il a pas l'air, comme tu dis, il a l'air de comprendre ce qui se passe, éventuellement chez Herman aussi, parce que chez Herman, du coup, c'est pareil, il doit rester 3 ans à son contrat. C'est toujours pareil avec les signatures, des fois, tu vas faire des super coups au minimum. D'ailleurs, c'est une chose qui est arrivée aux Sixers l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils font revenir Yabusele, qui fait une saison convaincante à son niveau, tu te retrouves à le perdre contre rien, parce qu'en fait, au final, la saison qu'il a fait avec toi, tu t'en foutais, t'étais nul, et t'as pas les sous, de toute façon, pour lui redonner un contrat sympa, donc je suis d'accord avec toi, je pense que c'est le meilleur joueur, parce qu'il est là depuis 2 ans en NBA aussi, présentement, mais du coup, je trouverais ça presque dommage qu'il vienne. Tu l'as dit, c'est redondant comme profil. Ça m'embêterait que lui prenne les minutes de potentiellement ces jeunes-là, parce que cette année-là, si elle doit pas être compétitive, c'est ces mecs-là que je veux j'aimerais qu'ils prennent des minutes NBA tout simplement, quoi. Ouais, non, ça a du sens en vrai. Ça a du sens, surtout que dans tous les cas, ce sera jamais transcendant et que même si tu les changes, tu vas pas récupérer grand-chose, quoi. Sinon, c'est les faire monter de niveau ou les faire monter entre guillemets, de valeur marchande pour les échanger contre un autre contrat expirant et un tour de draft en plus, quoi. Tu peux aller gratter de la valeur comme ça, mais c'est à la marge. Mais bon, de toute façon, là, il va falloir bosser avec les marges parce que t'as pas beaucoup de manœuvres, t'as pas beaucoup de possibilités dans tous les cas, hein. Ça va être une année ça va être une année de débrouillardise, je pense. C'est 3 profils qui ont l'air d'être assez dans le hustle, rebond offensif, des choses comme ça, donc il y a du potentiel chouchou là-dedans quand même, hein, même si on ça va être marrant à regarder. Je pense que ça va être une équipe qui va potentiellement, quand ça va bien tourner, être intéressante à regarder, mais il va pas falloir s'attendre à grand chose niveau résultat, c'est tout. Exactement. Bon, on continue. Allez. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Justement, j'y viens. Chère auditrice, cher auditeur, si tu es encore là, merci. Là, va falloir s'accrocher parce que c'est vraiment la partie pas cool, mais promis, on va essayer de faire un peu plus fun sur la fin. Donc, ne coupe pas encore, ne ferme pas Spotify tout de suite. On va parler du secteur intérieur. Et là, c'est compliqué parce que comme tu l'as dit, Vincent, le problème c'est que quand tu perds ton pivot titulaire, c'est une chose. Quand tu perds ton pivot titulaire et ton poste 4-5 du banc qui est en fin de carrière mais qui t'apporte quand même vachement, voilà, ça commence à faire très mal. Mais en plus de ça, quand tu as un 3e pivot qui est devenu un chouchou de la franchise, en qui personne croyait vraiment, qui s'est bien développé, qui a fait un truc super cool et qui s'est révélé être un des seconds / 3e pivots les plus précieux de toute la NBA, et tout ce beau monde est parti. Donc du coup, aujourd'hui, je les cite pas, c'est pas pour pas dire leur nom, parce qu'on va parler d'eux très rapidement après aussi. On se retrouve avec Chris Boucher, Xavier Tillman, Lucas Garza et Neemias Queta.
Donc c'est-à-dire qu'on a 4 troisième pivots, hein, si on simplifie, et encore que Boucher, c'est même pas vraiment un pivot. Bah, j'ai même pas la force de poser une question. Je vous laisse là-dessus. Non, Alors, je plaisante, est-ce que mais c'est le vrai pire c'est vrai que c'est pas magnifique. Est-ce que c'est le pire front de courte de la ligue? Déjà. Bah, c'est la pire triplette de pivot, parce que c'est même pas un front de courte au final. Azad. Bah, pour moi, Boucher, c'est même pas un mec d'un front de courte, ouais, parce qu'en vrai, il peut pas jouer pivot. Non, C'est un grand ailier, hein, Boucher, mais c'est pas un intérieur. Hein. Bon, alors oui, mais bon, les 3 qui restent, oui, mais par la force des choses, il va être obligé de jouer à l'intérieur chez nous. Enfin là, j'ai pas regardé les matchs, mais j'ai vu passer un peu des line-up. Il a joué pivot pendant la pré-saison. Il y a des tests qui sont faits. À voir à côté de qui tu le mets, mais de toute façon, c'est quand même le meilleur des 4, même si c'est pas faramineux. Donc il y a bien des moments où il va falloir qu'il joue à l'intérieur. J'ai un tout petit peu d'espoir. Moi, on a vu pas mal de choses circuler sur Xavier Tillman et sa santé. Apparemment, l'année dernière, c'était très compliqué, que ça soit d'un point de vue moral ou de son genou. Il a l'air de s'être retapé autant mentalement que son genou. Quand il est arrivé, il y a 2 ans et demi, ou 1 an et demi ou 2 ans, on était tous contents de l'acquisition. Alors oui, en toute fin de banc, mais c'est quand même un mec qui avait des qualités, qui avait joué des minutes de play-off avec Memphis, alors par défaut, mais il les avait joués quand même. C'est un mec, sur certains line-up, si ça switch surtout, qui peut être assez sympa, qui peut voler des ballons, qui peut faire des comptes, qui était bien positionné sur tout ce qui est playmaking défensif avant d'arriver à Boston. Alors le fameux mirage du tir à 3 points, moi à la limite c'est même pas ce que je vais lui demander. Moi ce que je vais demander à ces mecs là, Keita, ça va être pareil, ça va être de jouer dur, prendre des rebonds, poser des écrans, un peu ce que faisait Cornet finalement à la merveille, rouler au panier, des choses comme ça, proposer des solutions. Tillman a le côté en plus de la passe, qui sera limité un peu par sa taille, ce qui est pas assez grand, mais en tout cas au niveau compréhension de ce qui se passe, ça a toujours été pas mal. Donc en vrai, Tillman, j'ai un peu d'espoir. Et Keita, quand on l'a vu l'année dernière, alors dans un contexte, une fois de plus, hyper positif, était un pivot rim runner tout à fait honorable. Donc il n'est pas trop vieux, il y a encore moyen qu'il se développe un peu. Et je pense que c'est lui qui va démarrer au poste de pivot la saison et qui aura le plus de minutes. Ouais, mais c'est un peu ce qu'on disait pour Derrick White et Sam Hauser. C'est-à-dire que Keita, dans le rôle qu'il avait, il était parfait. Parce que quand tu es le troisième pivot d'une équipe où tout roule tellement bien, tes minutes, elles sont taillées pour toi. Là, maintenant qu'il va être sur le devant de la scène, ça va être chaud, quoi. Passage au révélateur, une fois de plus. Et je pense que, après, je sais pas si c'est des schémas qui pourront être réutilisés, mais dans un rôle de roamer, Azad, je sais pas, il a quand même... Non, pas du tout. Pas le cerveau. Ça manque le cerveau. Non, ni pour faire du drop, ni pour faire roamer. Hein. Je pense que. Ah non, pour pas faire basket alors. Non, je pense que le seul truc que ces mecs-là sont capables de faire, c'est du switch. Hein. Ouais, même Keita. Surtout Keita, ouais. Ah ouais, ça fait peur. Bah ouais, après du coup tu vas avoir une défense qui va être... Je pense qu'il y aura beaucoup plus de transition, beaucoup plus de provocation de perte de balles que l'année dernière. Mais tu auras beaucoup moins de protection de cercle, quoi. Et en plus, le problème, c'est que d'habitude, quand tu as un peu des pipes comme ça, à la protection de cercle et au niveau de faire le rôle de roamer ou du drop, souvent quand tu as des joueurs un peu mauvais comme ça, par contre, derrière, tu as des protecteurs de cercle secondaires qui assurent un petit peu ce que le pivot ne peut pas faire. Là, à Boston, ils ont Derrick White, à la limite, si tu veux, comme protecteur de cercle secondaire, mais c'est un arrière, quoi, donc c'est pas vraiment sa position. Donc, ouais, je pense que la protection de cercle, on va se taper des grosses barres quand même. Je pense qu'on va passer d'une des meilleures équipes à la protection de cercle en termes de fréquence et d'efficacité à potentiellement la pire. Oui, j'allais dire Derrick White, c'est le joueur extérieur qui a fait le plus de blocs la saison dernière, mais encore une fois, il profitait de tout ce qu'il y avait autour. Et si tu le mets... Et si tu le mets dans la défense qui sera la nôtre au niveau de l'intérieur la saison prochaine, bah c'est pas dit qu'il en fasse la moitié, quoi, parce qu'il aura pas les conditions pour. Donc ça va être compliqué. Excuse-moi Azad, je reviens là-dessus. Keita, tu le vois pas pouvoir rober à cause du cerveau et du déclenchement de ses aides et des choses comme ça?
Parce que Ouais, parce que la longueur, il va l'avoir, mais Ouais, on est il va d'accord. faire trop d'erreurs. Et puis, c'est-à-dire que pour avoir un roamer, il faut que les 4 mecs devant, ils couvrent. Et c'est-à-dire que là, tu vas faire couvrir quoi par qui? C'est un peu À l'époque délicat. où Robert Williams il jouait en roamer, t'avais Marcus Smart et Derek White devant, où t'avais Marcus Smart, Jalen Brown, Tatum et Horford. Là, à côté de Keta, pour couvrir entre guillemets quand lui il va ignorer les joueurs, tu vas avoir Anthony Simmons, Peyton Pritchard, Sam Hauser et les lectures off-ball de Jordan Walsh. Complicado. Complicado. Non, là vous voyez, c'est cata parce qu'en fait, on aurait dû commencer par ce déjà qu'on s'excusait d'être un peu négatif, mais vraiment le poste de pivot, ouais, je pense qu'on n'a pas vu ça depuis longtemps quand même. Enfin, quand je vois des gens qui nous mettent encore potentiellement très haut ou choses comme ça, ou en attendant le retour de Tatum, même avec un retour de Tatum, t'as quand même un poste de pivot qui est très 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 faible. Comme tu disais, on se retrouve avec 3 troisième pivots. Et alors, on n'a pas trop énoncé le nom de Luka Garza. J'espère qu'on le verra pas trop sur le terrain. Je suis pas fan du tout. Et vu que je considère qu'un pivot, c'est surtout et avant tout défensif, sauf pour les superstars, on peut se contenter d'une défense moyenne. Waouh, là défensivement, pas convaincu. Pas convaincu. Ouais, ça va être sympa, hein? On va bien se marrer. Non, mais pour le coup, il y a beaucoup de choses à apprendre sur cette saison. Il faudra juste être patient, quoi. Il faudra savoir être patient, il faudra savoir pas surréagir aux premières déceptions ou au premier coup d'éclat non plus, quoi. T'imagines, Johan, il y a des mecs qui vont devoir écrire des articles là-dessus en plus. Oh là là. Oh là là. Misère. C'était franchement pas le bon moment pour se faire engager au Celtics blog ou ce genre de truc. Depuis que j'ai rejoint le Celtics blog, la franchise des Celtics est en dégringolade, hein. Ouais. Pose-toi les bonnes questions. Ouais, ah bah là, donc, bah, j'ai compris, hein. C'est entièrement j'en assume l'entière responsabilité. Et tu sais quoi, moi j'ai vu un match de finale NBA avec toi. Et On a été minables. on a été. Et c'est le seul. Hein. Je Et pense que c'est de ma faute. Mais j'assume entièrement cette responsabilité. Ok. Bon, eh ben, on va peut-être passer sur un truc plus fun, je sais pas, mais en tout cas qui va offrir des perspectives qui, elles, du coup, pourraient peut-être être fun. Qu'est-ce qu'on attend du GM? Parce que Monsieur Brad Stevens, je pense qu'on a tous loué ses qualités depuis qu'il est en place. C'était difficile de faire mieux. Il y a eu une partie désagréable, mais en même temps, il fallait s'y atteler, hein, puisque, encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas suivi, on n'avait pas bien le choix. Hein. C'est sûr que se séparer de Porzingis, de Horford, de Cornet, de Jrue Holiday, je pense pas que ça lui ait fait plaisir, mais les nouvelles règles des finances en NBA sont tellement compliquées que il fallait y passer, hein, il n'y avait pas le choix. Et encore que si Elias était avec nous, il nous expliquerait que dans l'idéal, il aurait même fallu couper encore plus pour... remarque Vincent pourrait nous le dire aussi. Vu que pour reset la luxury tax. Voilà, exactement. Reset la fameuse luxury tax. Il n'empêche que maintenant, il va falloir repartir. Je pense pas que ce soit dans la mentalité de Boston de se dire maintenant pendant quelques années on va être une équipe qui va jouer la 6e, 8e place. Donc peut-être pas cette année, peut-être pas et encore que après tout, pourquoi pas à la trade deadline selon comment ça tourne. Qu'est-ce qu'on attend du GM? Moi je peux y aller si tu veux. Il y a une chose qui m'intéresse. Brad Stevens, je suis un de ses plus grands fans. Il est pas toujours très intéressant quand il parle au micro. J'ai bien aimé qu'il explicite entre les lignes que il a essayé de garder Cornet et Horford, mais il a dit vous voyez ce qu'on a donné aux joueurs qui ont pris leur place, donc c'est des minimums vétérans. Donc il a voulu garder ces mecs-là. Il n'avait que les minimums vétérans à leur proposer. Alors Ford voulait peut-être pas jouer dans une équipe en reconstruction, mais il a quand même pris plus que le minimum et sur 2 ans. J'étais assez surpris aux Warriors. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Savoir qu'il a conscience que il a perdu tout le monde au poste de pivot, mais il aurait bien voulu que ça n'arrive pas, mais les mecs avaient trop performé et donc méritaient leur salaire. 2 options. Un peu comme on a parlé depuis le début, si jamais, admettons, l'équipe elle nous surprend, on a expliqué qu'on n'y croyait pas, mais si l'équipe nous surprend et arrive en janvier, en février, bonjour messieurs dames, on est à 3 matchs de l'équilibre, et bien là on attendra de lui qu'il se serve du contrat de l'ami Anthony Simmons pour aller chercher un pivot.
plus compétent et plus compétitif. Éventuellement, on va être attentif à ce qu'il peut faire de ce contrat d'Anfernee Simons sur une éventuelle équipe qui pourrait en avoir besoin de ce garçon. Voilà, donc qu'il soit ouvert aux opportunités de marché, qui n'éteignent pas le téléphone. Voilà, c'est ce qu'on va attendre de Brad Stevens. Et éventuellement, si une énorme offre arrive, wink wink, des Houston Rockets pour Derek White, être capable de l'écouter et de négocier quelque chose de colossal en retour. Parce que pour les années à venir, ça pourrait être une opportunité. Donc pourquoi je dis wink wink? Il y a une grave blessure de Fred VanVleet. Les Houston Rockets qui se veulent prétendants au titre, avec des gros moves à l'intersaison, donc ont perdu leur meneur de jeu entre guillemets titulaire, donc peuvent être à la recherche d'un remplaçant. Donc les salaires match. Alors il faudrait qu'ils envoient beaucoup de pics de draft, beaucoup de jeunes pour nous convaincre, mais pourquoi pas être ouvert d'esprit pour Brad Stevens, mais j'en doute pas, ça, il le sera. Ouais, même quitte à trader le plus gros contrat de l'équipe. Hein. Tu veux qu'il trade Jason Tatum? Il a un plus gros contrat que... Oui. Ah, il a dû passer là, ouais, mais bon. Mais dans l'idée, tu peux trader tout le monde. Hein. Alors, je veux dire, si c'est pour récupérer Doncic, moi je suis d'accord pour trader Tatum. Hein. Mais dans l'idée, c'est plutôt de dire, bon bah voilà, genre... être ok avec le fait de... Moi j'ai peur qu'ils essayent d'être compétitifs à un moment dans la saison, quoi. Et là vraiment ils ont construit un effectif qui est vraiment fait pour perdre, hein. Donc j'espère vraiment qu'ils vont aller un peu au bout de leurs idées et que les trucs qui sont avancés en Media Day, des trucs comme ça d'équipe qui va se battre, c'est vraiment juste pour entre guillemets voilà, pour pas avoir la brigade de tanking derrière les fesses, mais qui sont au courant de l'état de l'équipe, quoi. Bon, on verra. Si vous voulez des petites idées de ce qu'il peut faire aussi, je pense que Jaylen Brown et Giannis Antetokounmpo, les salaires matchent. Je vous le dis. Oui. Ça match, ça passe. Ouais. Après longue étude des contrats, ça passe. Donc voilà, mais voilà. Et ben voilà, qu'il est. Après, en vrai, il aura une année assez tranquille de toute manière, vu qu'on n'attend pas grand chose de l'équipe. Et lui, il aura qu'à répondre au téléphone. Je pense pas qu'il soit proactif pour le coup, par contre. Il sera proactif si on est anormalement bon. Est-ce que on risque pas de se retrouver à la fin de la saison avec justement, voilà, moi la question que je me pose depuis le début, c'est est-ce que Anfernee Simons, il faut pas, quoi qu'il arrive, essayer de l'échanger à la trade deadline? Parce que ça veut pas dire forcément qu'avec ce que tu récupères en échange, tu vas viser le titre cette année. Mais par contre, si son contrat se termine, qu'il va signer ailleurs, tu l'as perdu pour rien. Bon, alors après, oui, tu pourras toujours... Oui. Tu assainies les finances. Oui, si et tu puis tu es Boston, donc tu pourras toujours faire venir un free agent. Mais est-ce que Anfernee Simons échangé contre un pivot correct, voire un bon pivot, parce que je me suis amusé à faire une petite liste, il y en a 2 ou 3 qui seraient pas dégueulasses. Est-ce que c'est pas, je vais pas dire une nécessité, mais est-ce que c'est pas quand même souhaitable? Ça peut. En fait, ça peut, mais ça dépend qui. Ça dépend si tu es obligé de mettre un pic de draft avec. Ça dépend le prix, en fait. Du coup, ce qui était bien avec ce trade entre Holiday et Simmons, c'est que le contrat finissant de Simmons est assez flexible. Tu es assez flexible. Tu peux faire plein de choses, que ce soit pendant l'année. J'ai parlé tout à l'heure d'éventuellement le prolonger pour beaucoup moins cher et peut-être une meilleure valeur par rapport à son niveau. C'est une possibilité aussi. Si admettons, lui, il n'a pas de marché et tu peux le re-signer pour un petit contrat ou un contrat peut-être court et plus petit, ça peut être intéressant aussi. Le contrat finissant apporte de la flexibilité et n'importe quelle équipe peut vouloir d'un Simmons pour le contrat finissant. Et éventuellement te trader toi un mec à 18 millions sur 2 ans par exemple, et bien peut-être que l'équipe en question elle sera ravie d'avoir un mec qui est finissant pour se décharger de la masse salariale l'année d'après. Donc il y a des possibilités en tout cas, c'est pas on est à peu près sûr que l'effectif il reste pas tel quel toute l'année, moi je pense. Ouais. On finit par un petit jeu. Je vous ai fait une petite liste de... Allez. Parce qu'on a été un peu déprimant quand même jusqu'à maintenant, donc on essaye de finir sur un truc fun. Je vous ai fait une petite liste que je croyais, on va dire, plus ou moins crédible. Alors il y a des fois où c'est un peu gros, mais voilà, je vous propose pas un trade pour Nikola Jokic. Hein, on est bien ok, dommage. Mon premier, il viendrait des Mavs. Parce que on a pas mal entendu dire qu'avec Derek Lively, Anthony Davis et
Daniel Gafford, il y a trop de monde à l'intérieur chez les Mavs. Bon, moi, j'avoue que si je suis fan des Mavs, je suis bien content d'avoir ces trois-là, mais apparemment, par rapport au temps de jeu, etc., les Mavs, ils pourraient avoir besoin d'un joueur extérieur et de shoot. Est-ce que Daniel Gafford, ce serait pas cool contre Anthony Simons? Ouais, après, je pense que ça peut. Le truc, c'est. Tu peux le réutiliser un petit peu à la Robert Williams comme tu faisais avant, mais pour l'instant, entre guillemets, t'as pas l'effectif pour profiter de Gafford. Mais bon, t'as pas l'effectif pour profiter d'Anthony Simons non plus, mais c'est vrai que t'as au moins une valeur un peu plus intéressante sur le long terme, quoi. Et puis peut-être que Simons, ça peut les intéresser à Dallas parce que ça apporte un peu de spacing. Et je me demande même si ce genre de choses serait pas faisable contre Sam Hauser, par exemple. Parce que Gafford ne doit pas être très fortement payé, Sam Hauser gagne pas loin de 10 millions. Et pour le coup, un ailier qui tire à ce niveau-là, dans cet effectif-là, c'est pas déconnant, de toute manière. Mais oui, mais c'est des profils qui peuvent être intéressants, et surtout sur un contrat assez cool. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, un Gafford, même si, admettons, ça le fait pas, il sera toujours rééchangeable, et c'est toujours quelqu'un qui aura de la valeur de toute manière. Ouais. Bah, c'est ce qui me fait me dire que ça a peu de chance, c'est que Gafford, ouais, comme tu disais, il est à 14 millions, sachant qu'Anthony Simons, il en prend 27. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait équilibrer, et je suis pas sûr que les Mavs y voient un grand intérêt, mais pour nous, en tout cas, ça pourrait être cool. Équipe en reconstruction et qui, du coup, a dit clairement qu'il ne le garderait pas. Walker Kessler. Oui. Ah, là, on a un vrai oui, là. Ouais, Vas-y, Azad. En fait, c'est déjà un des meilleurs protecteurs de cercle de NBA, donc dans tous les cas, c'est un profil intéressant à avoir. Le problème, c'est que pour l'instant, il est encore sur son contrat rookie et ils l'ont pas prolongé pour l'instant. Donc c'est plus en termes de contrat, je suis pas sûr comment ça peut fonctionner. Et je pense que non, pas en cours de saison. Et je pense que ça peut coûter très cher en termes de pics aussi. Et je suis pas sûr que tu as envie de balancer tous tes pics sur lui. Donc à voir selon le marché et qu'est-ce qui est demandé pour l'obtenir. Mais à mon avis, il coûterait trop cher. Mais dans l'idée, oui, ça serait très cool. Je suis comme Azad, le joueur, oui. Il représente ce qu'on pourrait rechercher chez un pivot jeune en développement et qui est ton encre défensive, entre guillemets. Par contre, ce qui était sorti un peu de ce que fait sortir Daniel, donc on sait très bien que ça va pas finir comme ça, mais qui ça demanderait plusieurs premiers tours de draft, du genre 2. Bon, l'équilibre des salaires, t'enverrais un jeune ou un contrat rookie ou un tout petit contrat en face. Mais finalement, eux, ce qui les intéresserait, ça serait pas forcément le joueur que t'enverrais, ça serait les pics de draft que tu leur mettrais. Par contre, ce qui me fait un peu bizarre, c'est qu'ils le re-signent pas, alors que ils sont, oui, en développement, mais il est encore hyper jeune, donc pourquoi pas les re-signer sur 4-5 ans et profiter de ce qu'il peut t'apporter dans ton équipe jeune, parce que si jamais ton équipe se développe rapidement, bah, tu seras toujours content de l'avoir. Je trouve ça un peu bizarre qui entre guillemets qui le laisse aller jusqu'à la fin de son contrat rookie. C'est assez rare finalement pour des mecs, c'est impactant. Ok, tant qu'on est dans l'Utah, j'ai vu passer, je sais pas, vous allez me donner votre avis, hein. J'ai vu passer, je crois que c'est Bleacher Report ou The Athletic ou un truc comme ça, qui proposait Anthony Simons contre Youssouf Nurkic. Oui, pour tanker, en vrai, c'est fantastique. Hein. Non, mais je voulais l'évoquer. C'est un vrai move de tanking, mais c'est assumé au moins. Et je crois bien qu'il a 2 ans de contrat en plus. Si je dis pas de bêtises, enfin le truc serait cata quoi. Tu vas pas te remettre 18 millions de Youssouf Nurkic pour l'année d'après quoi. Bah, donc non. C'était presque une blague. On a dit des pivots niveau au moins starter NBA. Nick Claxton. Oui. Bon là c'est la team, on aime bien. Ouais. Est-ce que les Nets veulent Anthony Simons? On sait pas ce qu'ils veulent les Nets. Si j'ai vu une interview du propriétaire, lui très clairement, il a annoncé un tank day one, j'ai envie de dire. Magnifique interview. Tu peux reconstruire un projet sur Anthony Simons ou pas? Du tout. Non, tu peux pas. Donc, ils ont drafté 5 porteurs de balles. Moi, si du shoot à côté. Un de plus finalement. Ouais, mais du shoot à côté, ça peut être bien. Ils ont dû drafter des mecs qui portent la balle et qui shootent pas, donc ça se trouve, peut-être du shoot, ça pourrait être intéressant. Mais pareil, une fois de plus, mais voilà, là, ça peut être intéressant. Nick Claxton a un contrat qui est dégressif, qui est très intéressant, sur 4 ans minimum, je crois.
Si tu faisais ce trade, eux ils pourraient dire au moins Simmons il sort de notre payroll l'année prochaine et Brooklyn peut se retrouver avec beaucoup de cap space et ça reste un endroit mine de rien où les free agents, on l'a vu par le passé, peuvent aller s'ils ont des sous à donner. Donc en vrai il y a un monde où le contrat Anthony Simmons peut les intéresser. Le joueur j'en doute mais le contrat oui. Ok, j'en ai encore 3. Bon, alors il y en a un, je comprends pas, mais pourtant on entend très souvent son nom dans les rumeurs de transfert, alors que pour moi c'est un pivot titulaire limite indiscutable dans son équipe. C'est Wendell Carter. Justement, on parlait de. Mais bon, maintenant, comme disait Azad, ils ont baigne, donc ils en ont plus rien à faire d'Anthony Simons. Et puis en plus de ça, on entend beaucoup son nom, mais je veux dire derrière, Tago Gabitadze et Mo Wagner, c'est pas mal, ça se bastonne, mais est-ce que c'est des pivots titulaires en NBA? Je crois pas. S'il est disponible, on y va. Oui, mais je pense pas que Orlando va faire d'autres moves là, cette année. Ils ont leur pivot de Switch Hall qui apporte du spacing, ils vont pas les changer. Ouais, je vois pas trop la faisabilité, mais on aimerait bien Wendell Carter. On aimerait bien Wendell Carter. On va du au moins en moins probable, hein. Et encore que lui, c'est pareil, je vois beaucoup son nom dans les rumeurs et il faut laisser de la place pour Evan Mobley. Donc du coup, est-ce que Jarrett Allen serait disponible? Alors là, moi je serais très 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 client de Jarrett Allen. Ouais, mais j'y crois pas du tout, quoi. Non, moi non plus, j'y crois pas. Mais je me dis, les Cavs, ils ont perdu Ty Jerome. Est-ce que un gros renfort sur le backcourt et laisser Mobley au poste de pivot titulaire, je sais pas. Non, je pense pas qu'ils bougeront cette année, les Cavs. Ils vont essayer une deuxième année de ce projet, quand même. Bon, et donc la dernière, et c'est marrant parce qu'on en parlait en off juste avant, et Vincent avait la même idée. La dernière, elle demande un truc qui a quand même de bonnes chances d'arriver, hein. Si Giannis Antetokounmpo pète un câble et qu'il veut partir de Milwaukee, ce qui a l'air d'être une option crédible quand même en cours de saison, ils auraient un pivot qui pourrait être disponible. Du coup, s'ils font tout péter, ce serait Miles Turner. Et donc Vincent, je te donne la parole, mais je sais que toi l'idée te plaisait déjà. Bah ouais, je trouvais ça cool, on retrouvait notre fameux pivot qui shoot. C'est un des pivots qui shoot à 3 points dans la ligue, donc on pourrait se reprojeter sur les années d'après avec un peu des schémas similaires, et avec le retour de Tatum notamment, ça pourrait avoir du sens. Ça aurait du sens, mais bon, là on est parti dans les si. Ceci dit, si Giannis part pendant l'année, effectivement, t'as des joueurs à aller chercher à Milwaukee parce qu'ils partiront très clairement sur une grosse reconstruction. Azad, Miles Turner. Bah, pour moi, c'est un peu un profil parfait dans la théorie. Après, je me dis, si Giannis il demande son trade, est-ce que tu préfères aller chercher Giannis ou est-ce que tu préfères aller chercher Miles Turner? Mais est-ce que tu peux aller chercher Giannis? Ça serait en fait, mais Miles Turner, c'est si t'as pas fait Giannis, c'est le lot de consolation derrière. Ouais, si t'avais pas 6 pics à envoyer avec Jaylen Brown, t'as Miles Turner. Mais en vrai, je suis un peu en redondant sur les pivots, mais avoir un pivot avec un profil, ça définit quand même beaucoup de ton identité quand même. Je trouve ça. Alors, je crache pas sur Giannis, bien au contraire, mais cette question du pivot, elle va être centrale tant qu'on n'en a pas un référencé. Et en fait, je pense qu'on va s'apercevoir de la qualité d'Al Horford qu'on a depuis pas mal d'années. Ça. Il peut pas jouer pivot, Giannis? Si, il peut. Pas chez moi, en tout cas. Bon, et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Une autre idée, quelque chose, un move sorti de derrière les fagots pour finir sur ce que pourrait faire le GM cette saison? Non, il faut qu'on voit le début de saison pour voir. Là, la pré-saison, elle m'enthousiasme pas, mais moi, je ne demande toujours qu'à me tromper. Donc voilà. On a dressé un tableau un peu sombre mais fun. Donc je pense qu'on se retrouvera assez rapidement parce qu'en fait, du coup, on va avoir des choses à dire par rapport à l'année dernière. On aura plus de choses à dire parce qu'on aura que ça soit bien ou pas bien. On aura des mecs à découvrir, on aura des pivots à découvrir au haut niveau. on aura des jeunes qui, espérons-le, vont jouer beaucoup. Donc ça peut être sympa. Ouais, il y a des chances qu'on soit productif au trèfle cette saison.
Ouais, c'est pas impossible. Plus d'épisodes à enregistrer. Mais en vrai de vrai, moi je l'ai souvent dit, l'année dernière c'était une année assez compliquée parce qu'en fait c'était littéralement la même équipe qui jouait de la même manière. Donc c'était pas forcément facile d'avoir des choses nouvelles et intéressantes à dire en tout cas. Ouais, ça va nous permettre de nous renouveler, ça c'est sûr. Pour se dire au revoir, on va dire au revoir aussi donc à nos joueurs, ceux qui ont fait partie de l'aventure du titre et qui étaient là depuis, et certains qui étaient là depuis même plus longtemps. Jrue Holiday donc, peut-être juste dire un petit mot sur ce qu'on les voit faire cette saison, leurs nouvelles équipes, parce qu'il y en a qui vont s'éclater plus que nous. Enfin, moi je vois des choses qui me hype bien dans les destinations dans lesquelles ils sont partis, sauf pour Jrue Holiday peut-être à Portland. C'est comment vous le sentez? Bon, ça va bien fitter. Jrue Holiday à Portland, en vrai, ils ont une équipe qui va être marrante à suivre. Ça va être une grosse équipe défensive, quoi. Après, bon, offensivement, ça va être cracra, mais il apportera un peu de connecting, ça fait jamais de mal en vrai. Et on regardera un peu pour le rookie chinois. C'est vrai que ça c'est très très intriguant quand même. Alors Ford, qui est parti du côté de Golden State et qui apparemment à qui il a été promis un rôle de starting center. Donc je sais pas combien de temps ils font jouer leurs titulaires, mais ça risque d'être fun. Mais voilà, alors Ford dans cette équipe, ça peut être cool malgré tout. Bah ouais, moi je pense que c'est l'équipe parfaite en vrai. Ça va être top, je pense qu'ils ont fait un bon coup et qu'ils ont réussi en plus à le garder intéressé alors qu'il a dû recevoir d'autres offres. Et ils ont réussi à le garder dedans, donc parfait. Je pense que ça va leur faire énormément bien niveau spacing en plus, donc parfait. Moi je pense que ça va être une des meilleures équipes à l'ouest, ouais. Ils ouais, vont... carrément. Ouais. Je pense que s'il n'y a pas de blessure, ils peuvent aller chercher un truc grand. Mais ils vont être quand même un peu dépendants des blessures. Quoi. S'il n'y a pas de blessure, ils ont les 5 meilleurs joueurs, ils ont une moyenne d'âge qui a plus de 35 ans. Quoi. C'est un fait. Non, c'est pour ça que il y a Brandin Podziemski qui est peut-être dans les 5 et qui est plus jeune, mais donc ça fait chuter la moyenne. Mais enfin, je sais pas. Moi, si tu me garantis qu'il n'y a pas de blessure, je te dis qu'ils sont déjà en finale de conf, mais c'est dur, non? Enfin, je sais pas. Moi, j'ai du mal à y croire. Hein. Ouais, bah après, toutes les équipes, si tu te garantis qu'il n'y a pas de blessure, c'est plus facile à anticiper. Non, mais bien sûr, mais quand tu as une moyenne d'âge de 35 ans passée sur 4 de tes 5 meilleurs joueurs, c'est plus difficile de te projeter sereinement. Quoi. Oh, je sais pas, les blessures, c'est tellement aléatoire. Je sais pas à quel point tu as une énorme lien de corrélation entre l'âge et les blessures graves. Hein. Je peux te parler de mon corps, Azad, si tu veux. Mais... Attends, on termine le... Moi j'ai une corrélation si vous voulez. Une fois qu'on aura coupé l'enregistrement, tu nous racontes bien. Kristaps Porzingis qui est parti à Atlanta et je vous encourage à aller écouter l'épisode du Dreamcast Show sur les hot takes de Azad et Baptiste. T'en as une qui est sympa sur Atlanta, Azad? Ouais, bah, qui seront en finale de conférence avec Orlando. Ouais, bah je l'aime beaucoup. Mais oui, avec le spacing là, vu qu'il a l'air de pas être malade en plus, le petit loustic. Qu'il a l'air de plus être malade en tout cas comme il a été contre les Knicks et contre Orlando. Donc ouais, on lui souhaite que du bonheur. Arriver à Atlanta, il va leur faire du bien. Je pense il leur manque juste une menace de rôle sur le pick and roll de notre ami Trae Young, mais sinon ils ont une équipe qui est quand même bien complète, ouais. Et ça fait un peu équipe darling pour nous tous. Moi je pense que c'est un peu l'équipe que j'ai envie de suivre. Peut-être avec à cause de Rizaché, enfin grâce à Rizaché aussi. Ça joue. À Johnson, hein. Rizaché, Johnson, Porzingis, c'est un front de courte qui me plaît bien. Ouais. Clairement, il y a du potentiel. Vous pensez qu'on va prendre beaucoup de rebonds offensifs ou qu'on va pas galérer au rebond sur ce front de courte par exemple? Parce qu'ils sont immenses tous. Rebond offensif, tu peux être en chercher si tu vas à plusieurs, comme il va falloir courir derrière. Mais tu vois, ça me fait un peu peur pour notre propre rebond parce que c'est immense, hein, c'est long hein, comme front de courte. Ouais. Et puis donc on finit par moi je trouve que c'est la belle histoire, voilà. C'était vraiment devenu un chouchou et un joueur que j'appréciais particulièrement. On l'a récupéré, on l'a laissé partir, il est revenu, personne n'y croyait. Le nombre de fois où j'ai pu lire sur Twitter ouais, quand ton pivot remplaçant c'est Luke Cornet machin, et au final
il prend, je crois, 40 millions, enfin je sais plus, mais en tout cas il prend un contrat super sympa et j'y croyais pas spécialement pour lui. Je savais qu'on aurait du mal à le garder, mais quand j'ai vu le montant, je pense que c'est le truc qui m'a... Bon, après, je vais pas me faire du souci pour des mecs qui gagnent des millions de dollars par an, mais enfin voilà, j'ai trouvé ça sympa qu'il gagne un beau contrat comme ça, que sa valeur soit enfin respectée. Luke Cornet, donc, qui part aux Spurs pour être le backup de Wemby et pour former par séquence une doublette de géants. C'est sympa, non? Enfin, moi j'aime bien. Ouais, ça va être marrant à regarder. Je sais pas à quel point ils vont réussir à être compétitifs cette année, mais je pense que ça va être très cool à regarder. Après, moi j'ai toujours la question autour de Wemby, c'est la santé, quoi. Je me demande toujours comment un mec aussi grand va pouvoir rester autant de temps sur les terrains de basket, avec autant de matchs et autant de sollicitations du corps et tout, mais bon, à voir comment ça va se passer. Mais par contre, soit l'association avec Wemby, soit en tant que backup de Wemby, dans tous les cas, c'est fantastique. Ils ont fait un très bon coup. Ils ont fait un très bon coup au niveau du joueur. Et moi, j'ai eu de cesse dans le podcast depuis 2 ans de dire à quel point le mec avait l'air d'être un mec bien pour un vestiaire, bon et sain dans un vestiaire. Alors, ça fait un peu bref de comptoir. Mais malgré tout, je pense que tu passes quand même beaucoup de temps dans l'année avec les mêmes personnes. Et ce genre de personnalité... Avec le smile, moi j'en ai beaucoup parlé dans notre groupe, qui n'était pas le groupe de la rigolade sur le papier, entre guillemets, et bien un Luke Cornet, c'était pépite terrain, pépite en dehors à mon avis. Parce qu'un mec qui a l'air d'être une crème dans la vie, j'espère pas me tromper, mais qui a l'air vraiment d'être génial en tout point de vue. Ouais, bah de toute façon, les mecs avec un peu une personnalité qui sortait un peu du lot, ils ont tous été échangés par Brad Stevens, hein. Smart, Grant Williams, Robert Williams, tout ce qui avait une personnalité, ça a été échangé pour des mecs un peu plus sobres, quoi. Exactement, c'est vrai. Mais Luke Cornet nous a régalé, d'abord dans un premier temps, on va dire au niveau de sa personnalité, et en plus derrière au niveau du terrain jusqu'à un certain niveau, il a rempli des missions assez formidables pour le joueur qu'on avait récupéré au départ, on va dire. Ouais, et puis ils ont surtout totalement changé sa manière de jouer au basket. Ça a été hyper intéressant de le voir passer d'un presque stretch 5 à un joueur plutôt connecteur, qui prend plus de tirs à 3 points, qui fait beaucoup plus de passing, avec une énorme qualité de pose d'écran. Enfin bon, l'intérieur pas si moderne que ça, mais au final en embrassant finalement un rôle plus à l'ancienne et un peu moins loin du panier, a réussi à apporter beaucoup plus de choses, quoi. Donc ouais, très chouette évolution à suivre, et je suis curieux de voir ce que ça va donner avec Wemby, et je pense que ça va leur faire beaucoup de bien d'avoir un mec aussi qui domine autant au rebond, parce que c'est une de leurs faiblesses, les Spurs, avec Wemby sur le terrain. Donc il apporte beaucoup de solutions avec et sans Wemby finalement. Et ben voilà, l'épisode touche à sa fin. Les gars, merci beaucoup. Merci à toi. Avec grand plaisir. C'était la première d'une longue saison compliquée, mais du coup qui va sûrement inviter plein de podcasts, donc ça va être marrant. Ouais, ça va être fun. On va s'éclater. Qui va en amener un deuxième très très vite, donc, puisque comme je vous le disais en introduction, on va faire une deuxième partie de la preview qui devrait arriver très vite, hein. Je pense que de toute façon l'objectif ça va être de la sortir avant le début, l'opening night, voilà, avant le début. Du coup, elle va sortir très vite. D'ici là, prenez soin de vous. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao. À plus. Ciao. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper. It's good. Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams.